Le fort de Vaux, 2e épisode. Une fin de jour, un ciel gris et triste, un petit village renfrogné et sans silhouette, une grande route bordée d'arbres qui, dévalant d'une colline, franchissait dans le vallonnement à nos pieds un petit ruisseau pour se perdre sur la gauche en lacets sinueux. Qu'y avait-il donc là qui nous fit rester, mon camarade, Carvez et moi, immobiles dans notre contemplation? Depuis un long moment déjà, muets, béants de stupeur. Sur la route défilaient sans arrêt 2 suites interminables de camions automobiles, dont nous n'avions pas vu la tête et dont nous n'apercevions pas la fin. La colonne montante transportait des soldats bleus, la descendante des soldats kakis. Ces troupes semblaient muettes, et dans le roulement sourd et ininterrompu de ces convois géants, nous nous regardâmes tous deux, en murmurant un mot qu'on nous avait peut-être soufflé, mais qui d'instinct en cet instant remonta sur nos lèvres, la voix sacrée. Nous nous trouvions le 8 mars 1916 au village de Chaumont-sur-Aire, sur la grande route de Bar-le-Duc à Verdun. La nuit tombait. Nous fîmes demi-tour pour regagner notre cantonnement. Nous marchions sans parler, perdus l'un et l'autre en nos réflexions. Que se passait-il donc? Sans doute on savait bien l'attaque de Verdun, la prise de Daumont par les Brandebourgeois. Nous avions été enfoncés, paraît-il, et la bataille allait mal. Mais nous, les soldats, n'avions peut-être pas réagi sous les nouvelles du communiqué comme le reste de la France. Depuis 1 an et demi, je savais ce que c'était la guerre. Les événements ne me semblaient plus tragiques. On allait probablement à un choc un peu plus dur, sans plaisir, mais sans crainte. Le chemin de fer nous avait jetés, en réserve quelque part aux environs de Bar-le-Duc, et à mesure que nous étions montés vers le nord, j'avais senti, sans en comprendre les raisons, s'épaissir autour de moi une atmosphère de trouble et d'angoisse. Le régiment faisait route, en une colonne unique. Les cantonnements étaient dévastés, comme si des armées entières nous y avaient précédés. Les habitants rares et vieux nous regardaient d'un œil mauvais et semblaient nous rendre responsables des tristes nouvelles. Depuis 3 jours que nous étions entassés à Longchamp-sur-Aire, chevaux à la corde, hommes et officiers pêle-mêle dans la paille, des rumeurs de sinistres commençaient à circuler. Et ce soir, le voile venait de se déchirer devant moi. Ces camions se précipitaient vers un extraordinaire inconnu, et dans leur ruée vers une bataille, comme je n'en avais pas encore vu, je sentais le sursaut d'une énergie dernière, le signal d'une lutte suprême et désespérée. On remit un pli au commandant Thorel. « À cheval, messieurs, nous dit-il, voici l'ordre. Alerte le groupe, attellera et se mettra en route immédiatement. Point de direction, Duny-Belleret. Nous recevrons des instructions plus précises en cours de route. » Tout le monde fut immédiatement debout. Un brouhaha emplit le cantonnement. Les conducteurs bricolaient leur attelage, les servants empilaient les sacs dans les cases d'Armont et sur les galeries. Une demi-heure après, nous 75 s'ébranlaient. J'étais alors adjoint au chef d'escadron et, suivi de mes agents de liaison, je doublais au grand trot pour devancer les batteries et les orienter. Quel que soit l'inconnu qui vous attire, et peut-être à cause de cet inconnu, il se dégage d'une colonne d'artillerie au grand jour avec ses chevaux, ses canons, ses jeunes gens de 20 à 30 ans, une telle impression de puissance, d'ordre et de beauté, de variété et de pittoresque que tout sentiment de tristesse disparaît à son aspect. Nous partions pour une étape qui se terminerait on ne savait trop où, curieux et confiant. Suivi de mes 5 ou 6 éclaireurs, je traversais des villages tristes et sales. Courouvre, Neuville en Verdunois, et le ciel était gris, le temps froid. La route dénudée et boueuse se déroulait en lacets à travers des champs en friche, et quand je tournais la tête, j'apercevais à quelques centaines de mètres derrière moi la file monotone de cavaliers, d'attelages et de voitures qui se profilaient sur le ciel en silhouette sombre, disparaissaient derrière une crête pour reparaître plus loin, en un long trait noir et sinueux. Soudain, un carrefour de route, quelques maisons éparses, Benoît-Vaux, et il m'apparut un spectacle le plus lamentable et le plus navrant qu'il m'ait jamais été donné de voir. Sur la route que nous suivions, en sens inverse du nôtre, arrivait une colonne que je fus quelque temps sans pouvoir identifier. Était-ce un régiment, un charroi de ravitaillement, une bande de pillards, un convoi de blessés? Nous croisions, sans ordre, sans chef apparent, une longue suite de voitures régimentaires, de charrettes réquisitionnées à 2 et 4 roues, traînées par des attelages incomplets de chevaux et de mulets maigres et crottés. Des harnachements, des armes de sac,
Les équipements étaient suspendus aux ridelles, traînés par terre, s'entassaient en charges désordonnées et informes au milieu desquelles se vautraient des soldats en kaki. C'étaient des tirailleurs algériens, les uns jeunes, les autres vieux, quelques-uns blessés, la tête ou la main bandée, certains jouant avec des chiens ou dormant, s'accrochant après les voitures, de ci, de là. Des groupes d'hommes marchaient pêle-mêle, la tête basse, sans ordre. Pas d'officier visible, tout au moins. Parfois, on apercevait une voiturette de mitrailleuse avec son conducteur, ou un gros camion automobile qui s'était introduit dans la longue file à embranchement de la route, et qui, emprisonné par elle, pétaradait et fumait sans pouvoir avancer. Je me rappelle, en particulier, trônant impassible sur un amoncellement de cuir, un vieux tirailleur engagé à la barbe clairsemée et grisonnante, qui jouait d'un air machinal avec une chèvre et regardait de ses yeux blancs sans rien dire. Il ressemblait à un augure. Nos questions anxieuses n'obtenaient qu'une réponse, un grognement plutôt, d'Aumont. Visiblement, ces gens-là n'étaient ni des lâches, ni des fuyards. C'étaient des bêtes humaines, rendues, hébétées, ne voulant plus rien savoir que dormir et quitter un cauchemar qu'on lisait encore dans leurs yeux. D'où venait-il? De Daumont, comme il le disait? Je n'en sais rien. Mais quand nous eûmes longé pendant 3 kilomètres ce cortège, de la défaite qui piétinait sur la route effritée et collante, que nous emportait Villers-sur-Meuse et son pont bombardé, la longue route déserte par Ansemont et Duny, la nuit se précipitant, le roulement du canon plus ininterrompu et plus fort, les contre-ordres et les contre-marches et la neige qui accompagnait d'une chute de petits cristaux glacés notre arrivée à Landrecourt. La formation du parc sur un vaste glacier au milieu de masses noires qui devaient être d'autres régiments, et le sommeil sur un plancher quelconque dans l'église ou dans la première maison venue, la journée du lendemain se passa à flairer les nouvelles. Elle n'était pas de nature à effacer l'impression douloureuse et pénible que nous avait donnée notre rencontre de la veille. Nous étions à Landrecourt, suffisamment près de la bataille pour en avoir un avant-goût. Quelque chose comme la saveur salée que la langue recueille sur les lèvres aux approches de la mer, la bataille, on la sentait partout, dans le bruit de son canon plus distinct, dans la vue des bivouacs prêts à nourrir, dans l'accueil des déchets qu'elle rejetait. Landrecourt, petite agglomération sans caractère, s'étend au flanc d'un vaste glacier qui monte doucement jusqu'à un ancien fort dominant la région. Le village, vide de ses habitants, était déjà militarisé. On l'eût dû accaparer par l'artillerie. L'encerclant de toutes parts, étalé sur la pente, ce n'était que parc, avant-train et canon, caissons accouplés, chevaux à la corde. Il avait neigé durant la nuit suffisamment pour recouvrir le pays d'une couche blanche, sur laquelle, dans une vue d'ensemble extraordinaire, se détachaient en sombre les masses énormes et carrées des régiments. Au premier coup d'œil, ces parcs paraissaient immobiles et figés, assiégés par la neige, mais on y distinguait bientôt les fourmillements incessants des chevaux qui allaient boire, des conducteurs qui soignaient leurs bêtes et le cheminement des voitures, de trains régimentaires déchargeant le foin et l'avoine. Le temps s'était radouci, la clarté du soleil traversait les nuages durant toute la journée. Avec Carvez et quelques camarades, j'irais sans but et sans raison à travers le village et les bivouacs, pataugeant dans le cloque de neige boueuse et fondue qui avait rapidement envahi tous les chemins. La veille, nous avions eu de la bataille une impression nerveuse et presque fantomatique. Ce jour-là, en eûmes un spectacle raisonné et accablant. Une à une et comme au compte-gouttes, les batteries d'un régiment arrivaient du front par la route de Tunis. Elles n'avaient point l'aspect minable et efflanqué que nous connaissions. Par expérience, des unités ayant fourni un effort long et pénible dans une attaque poussée à bout ou une défense acharnée et victorieuse, elles semblaient avoir été démolies par un brusque ouragan. Les chevaux qui restaient étaient crottés, fourbus, parfois, encore en bon état, mais l'âme de la batterie était absente. Les canons manquaient à l'appel, une pièce isolée semblait faire tache par sa rareté même. Quant aux hommes, tous officiers, servants, conducteurs, avaient ces visages fermés et traqués que nous avions entrevus la veille. Leurs yeux gonflés et rougis par les gaz asphyxiants semblaient pleurer. Je rencontrai là un de mes camarades de promotion. Il parla peu, ne fit pas de phrase. « Je n'avais jamais vu ça, nous dit-il. Nous sommes restés 2 jours. Je commande ma batterie. Je n'ai plus de canon. On ne sait rien. Il n'y a pas de liaison possible. On tire dans l'espace. » Le commandant Torel nous réunit. Il avait reçu un plan directeur du front. Les lignes de niveau y traçaient la silhouette des Hauts-de-Meuse avec leurs forts. Moulainville, Tavannes, Souville, Vaux. Sur la droite, la plaine de Wavre. Tout au nord, un trait rouge barrait les hauteurs d'Ardomont. C'est le barrage, nous dit le commandant. On le fait loin car on ne sait pas au juste où est l'infanterie. Il doit y avoir des éléments épars dans la zone au nord du fort de Vaux. Celui-ci est à nous.
Vers la fin de l'après-midi, je montai jusqu'au fort de Landrecourt. La bataille s'entendait toujours, mais ce n'était plus l'écho uniforme qui nous accompagnait la veille encore. Je percevais des recrudescences et des accalmies, parfois le tonnerre augmenté, comme pris d'une rage folle. Une clameur insensée arrivait de là-bas, et je restais longtemps, cherchant à percer l'espace et à deviner ce qui se passait derrière la ligne, obstinément immobile de l'horizon. Lieutenant Lescaut, au plus profond du sommeil, mon oreille perçut les sons. Je bondis. Un cycliste me tendait une enveloppe. Le groupe est mis à la disposition du colonel Bouvier, commandant l'artillerie du groupement de Boissoudy, dont il enverra prendre les ordres qu'il attendra en colonne sur la route du fort Saint-Michel au fort de Souville. Je fis alerter tout le monde. Quelques instants après, je partais avec mes agents de liaison. Cette nuit m'a laissé des souvenirs confus. 1 heure du matin, une danse de petites lanternes qui papillotent, un mur sourd de jurons, de piétinements. Je traverse le bivouac. Je me rappelle avoir franchi la Meuse, au pont de Belleret, m'être perdu dans la nuit, avoir erré dans les parages de la caserne Beauvau, avoir contourné Verdun, être enfin arrivé au faubourg, toujours talonné par la colonne qui me suivait. Je respirais déjà l'air de la bataille. Le ciel devant moi était éclairé de halos lumineux. Je commençais à distinguer les éléments de l'orchestre. Les éclatements, les coups de départ précipités, les attelants, le déchaînement des barrages, des pièces longues, plus près de moi, laissaient déjà parvenir à mes oreilles leurs claquements secs et précis. Je m'engageai sur la route du fort Saint-Michel. Il était environ 4 heures du matin. Des caissons de munitions par 2, par 3, lancés à trot allongé, me croisaient continuellement. Tout à coup, à droite puis à gauche, mes oreilles perçurent des sifflements qu'elles connaissaient bien, tantôt courts et précipités, suivis d'un miaulement et d'une flamme dans le ciel, tantôt se prolongeant et finissant par s'écraser en une déflagration sonore que répercutaient les alentours. Je pressai l'allure. La route de place en place était craquelée par de petits entonnoirs. Les obus continuaient à s'égarer de ci, de là, à intervalles irréguliers. Comme je longeais un double rang de caissons d'artillerie, brusquement, ma jument se refusa. Une flamme à quelques mètres me perça les yeux. Des chevaux par terre ramaient tandis que la colonne se disloquait en une mêlée inextricable de bêtes affolées et de voitures accrochées. Je dégageai aux allures vives. Il ne restait avec moi qu'un seul brigadier. Nos chevaux trottaient le plus vite qu'il leur était possible. Ils avançaient péniblement et glissaient sur la couche de verglas dont le froid du matin recouvrait la route. Fréquemment, le talus du chemin nous apparaissait écorché. Par une trace d'obus qui avait jonché le sol de pirailles et de branches d'arbres. Fréquemment, le fossé en bordure de la route était barré par un caisson démantelé ou un cadavre d'animal qu'on y avait culbuté. Nos chevaux trottaient, le jour allait naître et à mesure que le ciel s'éclaircissait devant nous, le bruit de la bataille allait diminuant, la canonnade se faisant plus rare. C'était l'heure de détente et de calme relatif, l'heure où les énervements et les inquiétudes de la nuit s'évanouissent à la lueur de l'aube, où guetteurs et canonniers rompus de fatigue s'endorment d'un sommeil pénible et saccadé. Nos chevaux trottaient. Nous arrivions au fort de Souville. Il faisait grand jour. Les canons s'étaient tus. Seuls de place en place, quelques 75 hurlaient leurs plaintes excédées, et les obus, dans leur fuite, imprimés aux diverses couches de l'atmosphère qui sont renvoyées de l'une à l'autre l'écho des vibrations sonores et prolongées. Pourquoi la bataille de Verdun n'est-elle pas comme les autres batailles, une suite de faits, une série d'aventures? Pourquoi m'apparaît-elle comme une sorte d'hallucination, comme une formidable tempête dans les remous de laquelle de grandes masses d'hommes prirent conscience des liens qui les unissent entre eux, et à ce sol austère et inconnu de la plupart? M'expliquerez-vous, mes camarades, pourquoi vos physionomies, votre gaieté, vos souffrances, pourquoi votre amitié, qui fut un de mes soutiens constants pendant la guerre, disparaissait à cette page, effacée par une personnalité vivante et dépassant la vôtre? Pourquoi le fort de Vaux parle plus haut dans ma mémoire que vous tous? Pourquoi son âme contient les vôtres, celle de tous ceux que j'ai connus, de tous ceux dont je descends, et de tous ceux auxquels je suis attachée, non pas par une sympathie consciente, mais par un indéfinissable instinct, preuve la moins claire et la plus sûre de la patrie commune. La légende de Verdun ne s'est pas formée au cours des siècles. Elle a surgi comme un météore. Nous y sommes entrés de plein pied, avant qu'elle existât. Verdun ne présentait pas alors l'aspect chaotique que j'avais connu en Champagne. Ce n'était pas ce paysage nu et blanc, ce sol retourné de fond en comble par les projectiles sillonnés de tranchées, ces bois semblables à des assemblées de poteaux télégraphiques mal ébranchés. Les obus n'avaient pas encore eu le temps d'enlever
à la terre sa physionomie humaine, car l'avance des Allemands se déchiffrait par kilomètres et l'on ne se battait là où j'étais que depuis 2 ou 3 jours. Le pays était une immense forêt, accidentée, entrecoupée de ravins abrupts, parsemée de clairières, tantôt de grands arbres, tantôt des taillis de chênes de la hauteur d'un homme. Ces bois étaient encore des bois, vastes manteaux présentant la tonalité morte et grise de l'hiver, que les mastes de Souville et de Tavannes soulevaient en 2 énormes bosses. De ci, de là, des maisons isolées et debout veillaient comme des sentinelles. Mon groupe fut rapidement engagé. Je trouvai le chef d'escadron qui commandait les unités que nous devions relever et auxquelles m'avait adressé le colonel Bouvrier, dans de vieilles casemates à canon qu'on appelait la batterie de l'hôpital. Il était assis en compagnie d'un seul officier, son adjoint, sans convier autour de lui l'animation qui règne d'ordinaire en un poste de commandement. Il me reçut avec un sourire navré. « Mon pauvre petit, me dit-il, vous ne remplacerez rien. Nous sommes arrivés avant-hier. Hier, les Boches ont lancé sur le fort de Vaux une attaque furibonde qui, je l'espère, a échoué. De mes 3 batteries, l'une est complètement anéantie. Il ne lui reste ni un canon ni un officier. Les autres n'en valent guère mieux. Je vais vous montrer d'autres positions qui seront peut-être meilleures que celles que nous occupions. Je vous souhaite de ne pas y être démolis aussi rapidement que nous l'avons été. » Il parlait d'une voix étouffée, comme à un cimetière, où l'on sentait en lui une lassitude infinie, une détresse morale qu'il désirait cacher. Se rappelant les règles de l'hospitalité en campagne, il voulut me faire restaurer. Il alla pour saisir le panier où se trouvaient ses provisions. Puis, comme si des souvenirs de gais et joyeux repas de jadis eussent envahi sa mémoire, il se retourna vers moi et me dit à mi-voix, en faisant un geste d'impuissance. « Non, ce n'est vraiment pas le moment. » Et dans le calme relatif de ce petit matin d'hiver, en marchant à côté de lui à travers les bois mouchetés de trop d'obus à intervalles à peu près aussi réguliers que ceux d'un damier, je sentis vraiment se tisser sur moi et sur tout ce qui m'entourait un voile de terreur. L'après-midi, le commandement Thorel reconnut le terrain. La mission que l'on nous confiait n'était pas de première importance. Nous étions là plutôt pour faire nombre et constituer des réserves immédiates. L'emplacement que l'on avait indiqué était assez en arrière, à 4 kilomètres des lignes environ, à 800 mètres au sud du fort de Tavannes, et c'était une région moins trouée que celle que j'avais parcourue le matin, en lisière d'un bois nommé la Renarderie. Au soir tombant, les batteries arrivaient en position. Je passais ma nuit à installer des lignes téléphoniques, et quand j'y regagnais un peu avant l'aube la Renarderie, j'ai trouvé tout le monde à l'ouvrage. Les servants avaient travaillé si fiévreusement que tous avaient déjà leur tranchée à côté de pièces. Le commandant installa son poste à Tavannes. Le fort avait été désarmé depuis la guerre. Personne n'y commandait. Dans les vastes casernes, blindées d'une couche de 5 à 6 mètres de terre, s'entassaient toutes espèces de services, d'état-major, d'ambulances, de troupes, de relève, dans un tohubu pittoresque. Juste à l'entrée, tassés dans un coin de la poterne, 2 chevaux morts pourrissaient lentement sans que personne s'en inquiétât. Nous trouvâmes dans un des couloirs de l'entrée une petite casemate bétonnée, obscure et sans fenêtre, encore inoccupée, où tout le monde, chef d'escadron, officier adjoint, agent de liaison, téléphoniste, s'entassa. Un bas-flanc en bois garnissait une des parois et la nuit tous s'y allongeaient pour dormir, côte à côte par rang de grades et de préséance. La journée de reconnaissance, la nuit de mise en batterie avait été calme pour nous. Il est dans les plus violentes batailles de ces périodes d'accalmie où l'ennemi semble se reposer et prendre du souffle. Dès le lendemain matin, je pus saisir la physionomie de la lutte, et son aspect ne changea pas durant les quelques jours que dura pour nous la période que je raconte ici. Dans la zone qui était la nôtre, c'est-à-dire celle de l'artillerie, entre 2 et 5 kilomètres des lignes, il ne se passait pas une minute à quelques endroits, et qu'on se trouva où l'on ne vit, dans un rayon de 500 mètres autour de soi, s'épanouir un panache de fumée dans la grisaille des bois. Le bruit de l'éclatement disparaissait souvent dans le tonnerre environnant et le déchaînement des batteries, mais toujours le petit nuage à droite, à gauche, derrière, devant, en haut, par terre, venait marquer la fuite du temps sur un rythme férocement moqueur. Il est difficile de se rendre compte de l'effet qu'avait sur les nerfs cet égrainement systématique d'obus qui recouvrait toute la région et qui se superposait à des bombardements violents, à des salves rageuses, déchaînant de moment en moment, sans raison apparente, sur un coin de bois ou une portion de route. On circulait d'un pas essoufflé, à une allure intermédiaire entre la marche et la course. Avec les isolés que l'on rencontrait, on échangeait un regard effaré et plein de pitié, persuadé qu'on n'en nous reviendrait tous que par un miracle.
Le physique était vaincu, ou plus exactement, il ne comptait pas, et le fatalisme et une sorte d'obstination têtue étaient les deux seules facultés agissantes. Mais leur servant de piédestal et de soutien, toutes les puissances morales étaient présentes, car malgré la course sous l'orage et l'anéantissement de la poussière, j'étais content. Je le dis sans fausse honte, comme sans orgueil, je sentais que le seul fait d'être là, à 7 heures, faisait de moi quelqu'un. Ce grand nom de Verdun que les Boches avaient clamé dans leurs communiqués, et qu'ils avaient plus que tous les autres contribué à rendre le symbole de la France, j'étais de ceux qui le soutenaient, de tout leur être. À cette idée, mes énergies se tendaient. Je riais tout seul au milieu de ma crainte. Quelque chose pourtant me disait que je ne connaissais pas encore la véritable bataille, avec toutes ses horreurs et ses beautés. La légende dans mon esprit avait déjà pris un nom. Elle se cristallisait autour du fort de Vaux. Le fort de Vaux, je le devinais animé d'une vie monstrueuse, toute pour la résistance. Je sentais son attraction s'exercer sur moi, et il me happait. Durant toute la matinée du 12 mars, les capitaines essayèrent de régler leurs tirs de la batterie de l'hôpital. Ils ne purent y arriver. On ne voyait de là que quelques points d'une vague crête à l'horizon, impossible à identifier. Le fort de Vaux devait être un magnifique observatoire. J'en parlais au commandant Thorel, il m'autorisa à y aller. Je partis vers 1 heure de l'après-midi. Tout seul. Il est de cette région un endroit qu'on appelait alors le carrefour de la mort. C'était une patte d'oie, d'où divergeaient 3 chemins allant respectivement vers les forts de Souville, de Tavannes et de Vaux. Et c'est ce dernier que je pris. Le soleil brillait depuis le matin, créant une de ces belles journées de mars à chaleur prématurée qui font déjà présager le printemps. La route s'éloignait au milieu des taillis. Au bout d'1 kilomètre environ, elle faisait un long retour sur elle-même, vers la gauche pour franchir un toilet sans pente trop brusque, puis reprenait sa direction primitive vers l'est et cheminait au flanc du ravin avec quelques détours au milieu des bois. Alors que le matin, dans la région des batteries, je croisais en permanence des agents de liaison, des officiers isolés. Je ne trouvais là âme qui vive. Fréquemment, je voyais éclater en l'air de gros flocons verdâtres qui s'épanouissaient nettement dans l'atmosphère calme. Le bruit de la canonnade était intense. Brusquement, en l'espace de 50 mètres, le bois s'éclaircit et devint un groupe de bâtons pointus déchirant le ciel. J'arrivai à la lisière. Le fort m'apparut à 300 mètres en même temps. Je m'aplatis contre terre. Une rafale de 77 fusils en bas balayait la route d'une façon ininterrompue. Les obus éclataient à me toucher au-dessus de moi et par côté. Les éclats choquaient avec un bruit métallique contre les pirailles. J'étais tout seul. J'eus peur abominablement au physique et au moral. Il me sembla qu'un grand vide se faisait en moi, dans lequel mon cœur plongeait en une chute infinie et désordonnée. Devant moi et tout près, je vis Dieu et sa terrible justice. Derrière moi et très loin, mes parents, pour lesquels, dans ma solitude absolue, je me crus perdu. Je restai là, il me semble longtemps, cherchant à me confondre avec la terre, tandis que les projectiles inexorables et mécaniques continuaient autour de moi à fouetter le sol de leur éclat. La route s'allongeait en un chaos d'entonnoirs. Entre les lèvres des trous au niveau desquels se trouvaient mes yeux, je distinguais à travers un nuage de soleil, de poussière et de fumée le couronnement du fort. La salve se calma peu à peu. À ma droite, en contrebas, je distinguais une porte dans un mur de pierre. Je bondis. Je dévalai la pente, je ne sais comment, au milieu des explosions de toutes sortes. Je fonçai comme un fou et m'affalai haletant. J'étais dans un petit tunnel humide et sombre, un ancien dépôt de munitions de la région fortifiée de Verdun, en présence d'un commandant de chasseurs à pied qui me regardait. Cet instant marque pour moi dans la guerre une coupure profonde. J'avais jusque-là toujours ignoré la véritable peur. Certes, ce n'est point par plaisir que je m'exposais au danger. J'éprouvais comme tout le monde la répulsion instinctive et raisonnée à la fois de l'explosion. Mais la guerre m'était apparue avant tout comme une école terrible, magnifique et providentielle, qui faisait de moi un homme, me purgeait de toutes mes faiblesses et étalait devant mes yeux éblouis un spectacle rare, tel que peu de générations en auraient contemplé. Cette conception me faisait éprouver un âpre plaisir à vaincre mes craintes et à passer à travers des dangers non encore affrontés. Grâce à elle, j'avais bien des fois traversé des barrages d'artillerie émus, bousculé, me planquant en terre tous les 10 pas, mais conservant toujours, sinon le sourire aux lèvres, du moins, un intime contentement intérieur. Les nouvelles batailles m'apparaissaient comme de nouveaux spectacles à ajouter à ma collection. De ce jour où j'aborderai le fort de Vaux pour la première fois, ce fut fini. Un ressort était cassé. Pendant 1 minute, j'avais eu peur. J'avais senti mes muscles et mes nerfs se délier devant la mort. Et en même temps, un amour éperdu et désespéré de vie, de soleil, d'affection avait jailli en moi d'une source inconnue et profonde.
De cet instant, je compris que le pouvoir de l'obus était surhumain et aveugle. Je vis la guerre telle qu'elle était, c'est-à-dire quelque chose dont l'horreur et l'épouvante ne peuvent se rendre avec les mots d'une langue humaine. Je me pris à admirer mes camarades qui, par leur âge ou leur caractère, avaient dès l'origine placé la lutte sur son véritable terrain, sans illusion et sans phare, et qui, dans cette tempête de brutalité et de force, avaient su développer les plus belles qualités humaines, le dévouement permanent et le sacrifice consenti. On me parlait dans le souterrain et je n'entendais guère ce qu'on me disait. Je compris vaguement que j'étais taxée de fou pour être venue seule en ces parages. Au bout d'un moment, ayant repris mes sens, je repartis. Je jetai un coup d'œil rapide sur le fort. Les 300 mètres qui m'en séparaient flamboyaient toujours comme un volcan. Je n'essaierai même pas d'en approcher. Je sentais que je n'aurais pas la force. Je refis au pas gymnastique les 2 kilomètres qui me séparaient de Tavannes et je racontai au commandant Thorel le résultat négatif de mon expédition. Il m'approuva puis ajouta « J'ai décidé que le capitaine Morin irait demain au fort pour régler le tir de toutes les batteries. Il faudra que vous tâchiez d'installer dès le matin des communications téléphoniques ou optiques. En partant à l'aube, à l'heure calme, vous y arriverez. » Qu'il faisait bon dans cette petite calotte de béton du fort de Tavannes, on y était à l'abri. Les ronflements des dormeurs le faisaient résonner. D'un accord monotone que toutes les demi-heures les appels du téléphoniste de garde, piqué d'une note d'anxiété car presque toujours la sonnerie restait sans réponse et était suivie d'une phrase dite à mi-voix. La ligne est coupée. On entendait alors le foisonnement sourd d'une couverture refoulée et dans un calme apparent, un brave petit garçon partait pour remplir sa tâche obscure. J'avais décidé de me mettre en route à 4 heures du matin. Je comptais les appels qui me séparaient de l'heure fatidique. Elle arriva enfin. Des linéaments de sommeil et des souvenirs me maintenant couché dans une torpeur mauvaise. Comme pour me venir en aide, la voix du commandant Thorel retentit dans l'ombre. N'oubliez pas, Lescaut, d'emporter un projecteur pour le cas où vous ne pourriez pas installer de ligne téléphonique. D'un effort, je fus debout. J'emmenai avec moi un téléphoniste. Dehors, il faisait noir. L'entrée du fort était encombrée par des autos d'ambulance qui, dans un remuement obscur, évacuaient les blessés. J'ai pris la route que j'avais déjà suivie la veille. Nous croisons des caissons de munitions qui venaient de ravitailler une batterie avancée. Des chevaux foyés par les conducteurs étaient lancés au triple galop comme dans une course à l'abîme. Les caissons vides entraînaient dans un bruit de ferraille, dansaient d'une roue sur l'autre, plongeant dans un entonnoir et les ornières alternativement de chaque côté. Et reprenant leur équilibre par un rebondissement perpétuel, peu à peu le jour se levait. Des brouillards bas flottaient en troupe au ras du sol, et je croyais y avoir les exhalations par lesquelles la terre rejetait la nourriture mauvaise que le canon lui dispensait abondamment. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour retrouver même encore l'odeur complexe et légèrement irritante qui piquait les narines. C'était un mélange de fraîcheur matinale, de bois humide, de terre et d'une saveur acidulée et étrange de chimie, de chlore et de fruits verts. Comme le matin où j'étais arrivée à Souville, quelques 75 rompaient seuls le silence. Ils semblaient eux-mêmes à bout de force et las de la bataille, et leur cri rappelait celui d'une bête rendue qui exhale sa fatigue en un long hoquet. La nuit avait disparu. Quand nous arrivâmes au point où je m'étais arrêtée la veille, l'avenue triomphale était peu à peu très calme. Nous la parcourûmes d'une allure rapide. Bouleversement incroyable d'entonnoirs entre lesquels serpentait un vague sentier battu. Tout du long, la voie était jalonnée de cadavres, les uns demeuraient frais, allongés dans la position où la mort les avait surpris, les autres, déjà noirs, étaient culbutés dans les trous, aplatis par les cheminements des vivants. D'autres encore faisaient partie intégrante de la trace de l'obus qui les avait tués, ne présentaient que quelques membres reconnaissables entourés de filets de chair sanguillonnante, écrasés parfois dans des positions dont la mort seule voilait l'impudeur. Devant nous, tout près, le fort de Vaux barrait la perspective de sa masse énorme. Il n'était point encore devenu cette chose sans forme et sans ligne, cette sorte de caverne préhistorique dont il a plus tard pris l'aspect. Derrière la contrescarpe, bossuée et bouleversée, apparaissait le sommet de son parapet, écroulé par endroits encore intact à d'autres, dont les meurtrières nous regardaient d'un œil fixe. Il était couronné d'une montagne de terre et de béton dont la forme géométrique primitive avait disparu, pleine de trous et de péripéties de volcans et d'éclatements, et qui, par-dessus le mur écrêté, descendait par endroits dans le fossé. Nous arrivions enfin. Entre 2 remblais de terre éboulés qui semblaient eux-mêmes les flancs d'un vaste entonnoir, la piste aboutissait à un tunnel sous une voûte lézardée.
La gorge noire était plus qu'à moitié obstruée par 2 énormes blocs de béton qui ne pouvaient avoir été projetés ainsi que dans un cataclysme antédiluvien. On traversait à tâtons ce tunnel, puis le fossé, et par une petite poterne on entrait dans le fort. Une odeur infâme d'hommes, de fumée, d'excréments me saisit à la gorge. J'étais pris dans un couloir bétonné, étroit, bas et obscur, dont le sol était obstrué par des ombres couchées. C'étaient des soldats recroquevillés dans toutes les positions et dans tous les sens. À la lueur de ma lampe électrique, je distinguais des formes enchevêtrées, des têtes reposant sur des pieds, des corps cassés en deux et à côté contre les murs. Dans le moindre recoin de corridor, un humain était emboîté. De ci, de là, des blessés sur des civières attendaient l'évacuation et gémissaient en un râle-doux ou en une plainte inarticulée et terrifiante. Parfois, une silhouette s'agissait par terre et se trémoussait à la poursuite d'un ennemi invisible, mais la plupart avaient renoncé à s'épouiller. Ils gisaient, inertes, tombés là où ils étaient arrivés, ne vivant que le moment présent, ne voulant plus connaître rien en dehors de cet abri protecteur. J'avançais dans des jambes, s'embarrasser dans des chiffons sales, heurtés de casques, de baïonnettes ou de fusils qui rendaient un son clair. Parfois je marchais sur les corps, parfois je chutais sur une paille humide où l'on sentait grouiller la vermine. Je montais un escalier et je parcourus les couloirs plus vastes, toujours dans le même cloaque de désordre et de misère, d'horreur, la gorge tenaillée par cette odeur atroce qui rappelait à la fois la caserne et l'étable. J'arrivai enfin à une porte sur laquelle était écrit « Commandant du fort » et j'entrai. « Tiens, encore vous ?» L'officier devant lequel j'avais fait une apparition piteuse la veille au petit dépôt était là. C'était son bataillon que je venais de piétiner dans les couloirs. « Ah, mon gaillard, me dit-il, vous y êtes arrivé à ce fameux fort? Êtes-vous encore venu seul? Non, vous avez bien fait. L'extérieur n'est pas agréable, mais que dites-vous de l'intérieur? C'est le plus beau désordre que l'on puisse voir. Ne vous y trompez pas pourtant. Ces petits gars que vous avez vus dans les corridors, écrasés par une fatigue surhumaine, ce sont eux qui tiennent, ce sont eux qui défendent Verdun. Criez « Alerte !» et vous verrez les couloirs se vider sans qu'un seul homme reste à dormir. Ah, on a désormais les forts de la région. On a considéré qu'une fois la guerre de tranchées commencée, ils ne serviraient plus jamais. Et on ne les a trouvés bons qu'à faire des casernes. Résultat, Daumont a été pris par surprise. La porte en était ouverte. Et celui-ci a bien failli subir le même sort. Enfin, espérons. Ça va changer. On vient de nommer un commandant. Puis apprenant que je cherchais un observatoire, il m'indiqua où se trouvait celui du fort. À travers les mêmes couloirs encombrés, je m'y rendis. C'était un puits pris dans le béton que recouvrait une calotte d'acier chromé, percée d'œillères sur laquelle les projectiles de plein fouet même n'avaient pas de prise. On avait de là une vue admirable. Le fort, cramponné à l'extrémité d'un éperon, domine la plaine de 300 mètres environ. La Wavre, encore rayée par des bandes de brume matinale qui s'envolaient peu à peu, m'apparaissait tout entière avec ses forêts, ses villages, ses clochers, presque intacts, ses marais qui brillaient comme des yeux au premier rayon de soleil. En tournant la tête vers le nord, j'apercevais tout près des hauteurs d'Ardomont ces fameux bois sur lesquels nous devions faire barrage. Nous en étions séparés par un ravin profond, à l'orée duquel se dressaient les maisons éventrées du village de Vaudevant. Ces pierres étaient-elles à nous? Étaient-elles aux Boches? Je n'avais jamais pu le savoir. Enfin, tout près, à 20 mètres devant moi, accroupis dans des trous d'obus, le long du parapet du fort, des chasseurs bleus formaient notre première ligne. Pas plus qu'eux, je ne voyais l'ennemi, qui était accroché sur les pentes de l'éperon, dont la déclivité était tellement abrupte que le canon n'y pouvait atteindre. Le capitaine Morin arrivait à cet instant. Je lui cédai la place et je me mis en devoir d'installer mes liaisons. À quoi bon en rapporter le détail? Je n'obtiens aucun résultat. Je fis 3 fois dans la journée le trajet aller-retour Vaux-Tavannes, non plus sur la route mais à travers les ravins. Mes nerfs surexcités me tenaient seul. Je marchais, je n'avais plus la force de courir. Ce fut en vain. Nous restâmes encore 5 jours à Verdun. Chaque matin, un officier du groupe se rendait à Vaux et en faisant tirer à heure fixe, vérifiait le tir des batteries. Je l'y accompagnais généralement pour lui montrer l'observatoire, puis je rentrais à Tavannes où je passais la journée. J'étais devenue semblable à une machine qui fonctionne par habitude. Mais je n'avais ni force, ni ressort, ni initiative. Mes nerfs ne réagissaient plus aux obus. J'allais souvent dans la journée auprès de mes camarades des batteries. Les malheureux, qu'ils étaient misérables. Le bois de la renarderie ne le se reconnaissait pas. Pendant 2 jours, un calme relatif avait régné. Il avait pu d'un travail forcené faire des abris et les recouvrir de troncs d'arbres, travail auquel une bonne partie du personnel dut la vie. Puis les positions avaient été repérées. Elles avaient reçu un déluge de projectiles, subi un tir de démolition un peu trop sur la gauche, heureusement. Elles s'étaient tirées sur leur droite, et depuis, lors
depuis lors, était soumise à un harcèlement continuel. Les hommes faisaient des tirs de barrage presque toute la nuit. Bondissaient de leurs abris entre deux explosions. Cette énergie de ne pas faillir à la solidarité des armes était la seule qui leur restât. Par ailleurs, leur délabrement moral était tel qu'ils n'osaient plus sortir de leur abri, même pour pisser. Le 19 au matin, nous vîmes paraître à Tavannes les officiers du groupe qui nous relevaient. Avec quelle joie furent-ils reçus! Nous n'allions pourtant pas au repos. Nous nous déplacions seulement de quelques centaines de mètres dans le sud. Mais nous sortions du vrai Verdun. Nous tournions nos canons en angle droit et nous tirions vers l'est de la Wavre. Le fort de Vaux était loin déjà. L'échange des batteries eut lieu dans la nuit, du 19 au 20. Le 20 mars au matin, pour la dernière fois, j'allais au fort pour y conduire nos successeurs. Et ce n'était déjà plus le désordre des débuts. Un chef y régnait. Quand j'eus rempli ma mission, je rentrai sur la crête de l'Ophé. Je me retournai une dernière fois pour le regarder encore avant de le perdre de vue pour toujours. Le ciel était couvert, mais par des interstices dans les nuages, des rayons de soleil se promenaient sur la Wavre et envoyaient sur le fort un reflet lumineux. Formidable dans sa force paisible, il semblait accroupi au repos sur son éperon, maîtrisant et narguant la plaine, défendant la forêt et la montagne, et plus que jamais il me sembla vivre une vie sourde, épuisante. Il était bien le cœur de la résistance, nourri par elle, et en recevant le sang et l'afflux nerveux, mais le lui rendant purifié, fortifié. Il était le point d'attraction des énergies neuves qu'il s'assimilait. Il était le réconfort des énergies usées qu'il rendait à la bataille renouvelée et assainie. Et je ne suis jamais retournée au fort de Vaux. Fin du 2e épisode.